Bonjour Hervé Lecor. Bonjour. Grand prix de littérature policière, prix Mystère de la critique, prix européen du point du polar. Vous avez une œuvre très très riche que je vais essayer, alors c'est vraiment très prétentieux de ma part, de vraiment faire découvrir au public ici présent. Mais avant toute chose, dans toute votre œuvre, pour commencer, il y a bien sûr ce qu'on retrouve dans le roman policier, des personnages, des policiers, des voyous, etc. Mais il y a quand même un axiome qui réunit tous ces personnages dans votre œuvre, c'est l'humain et souvent, l'homme déclassé. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a attiré dès que vous avez commencé à écrire? Oui, enfin, dès que je me suis lancé un peu sérieusement dans cette activité d'auteur de romans noirs, ce qui m'intéresse, moi, enfin, ce qui m'intéresse, qui m'effraie, qui me fascine, et tout ça à la fois, c'est la violence et ses racines. Euh, et, et je me pose, et mes romans ne sont qu'un questionnement autour de ça. J'ai pas de réponse à apporter parce que j'en serais bien incapable. Mais l'idée, c'est que euh, comment les gens, comment les personnes, avant de devenir des personnages, sont capables de passage à l'acte violent, barbare, première chose. Comment les gens, alors ça serait du côté des coupables, pour parler vite et bêtement. Mais aussi d'un autre côté, comment les gens sont capables d'endurer des violences. Et là, je pense en particulier aux violences symboliques, aux violences sociales, sans s'insurger, sans se révolter, et réagissant parfois en se trompant justement de colère et de violence. Et en faisant bien sûr agir leur violence sur le voisin de palier, sur l'inconnu qui passe dans la rue, sur une espèce de décompensation. Ça. Et ça me trotte dans la tête. Alors évidemment j'ai quelques convictions, quelques idées, quelques réponses d'ordre rationnel, politique, machin, à apporter à tout ça. Mais j'ai pas envie de les apporter dans des romans. Dans mes romans, moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre tout ça en question, en perspective, imaginaire évidemment, et, euh, et d'essayer d'imaginer comment les choses peuvent tourner à partir de quelques situations que je vais inventer. Donc c'est ça qui m'intéresse. Donc c'est le côté effectivement humain plus qu'humain, partant du principe aussi que les monstres n'existent pas, que quel que soit le tueur, le psychopathe qu'on va pouvoir mettre en scène, euh, c'est d'abord un être humain. C'est d'abord un être humain dont le comportement prend ses racines, soit dans un contexte social, soit d'ailleurs, tout étant mêlé, soit dans une histoire personnelle, intime, familiale, etc., qui fait que voilà, ce personnage est la résultante de tout ça. Et ça m'intéresse de fouiller. Et c'est vrai que c'est aussi une des caractéristiques du roman noir qui s'intéresse plus au pourquoi, au pourquoi et au comment que au qui a commis le crime, quoi. Contrairement au polar traditionnel qui pose l'énigme d'abord et puis qui ensuite essaye de trouver un coupable. Et au roman noir traditionnel qui est souvent c'est peut-être un peu polémique, mais qui est souvent un roman de l'ordre, de la remise en ordre du monde, alors que le roman noir est plutôt un roman du constat du chaos. Et voilà, c'est ce que j'essaye, je dis bien j'essaye de faire, parce que voilà, on ne fait qu'essayer quand on écrit. Il y a un recueil de nouvelles plutôt que vous avez écrit qui s'appelle Dernier retranchement. Moi, je trouve que le titre est symbolique de toute votre œuvre, c'est-à-dire et justement par rapport à cette question de l'homme, c'est-à-dire lorsque l'homme est poussé dans ses derniers retranchements, on a l'impression que vous interrogez tout le temps. Voilà, lorsqu'il est poussé, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il commet l'irréparable ou est-ce qu'il se maîtrise? Et on retrouve à chaque fois cette notion dans chacun de vos romans. J'ai Oui, l'impression. c'est ça, dos au mur, qu'est-ce qu'on fait, mais je dis on. Alors mes personnages, parce que je les mets en situation, mais nous autres pauvres humains, une fois dos au mur, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on, quand toute fuite est impossible, quand tout horizon d'attente collectif, politique peut paraître bouché à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vrai que dans ce cas-là, on peut se retrouver
dans la position, dans l'attitude très animale de l'attaque, quelle que soit la personne qui s'approche, quelles que soient ses intentions, qu'elles soient pacifiques ou agressives, quoi. Vous êtes aussi un écrivain qui a, si l'on peut dire, un ancrage régional, un ancrage citadin, puisque la plupart de vos romans se passent à Bordeaux. C'est une ville que vous connaissez, c'est une ville, en tout cas même une région dans laquelle vous avez enseigné pendant longtemps. Est-ce que ça a été, c'est une ville qui n'est pas toujours présentée de façon positive dans vos romans, quasiment jamais. Est-ce que ça a été facile au début lorsque vous avez dit je vais écrire sur Bordeaux? Pourquoi vouloir écrire sur cette ville? Alors d'abord, j'écris pas sur Bordeaux parce que je m'en fiche un peu en fait de Bordeaux. Euh, Ce qui m'intéresse, il se trouve que j'y suis né, que j'ai travaillé voilà, comme prof, que j'ai ma vie, mes amis, bon, mon enfance, ce qui me paraît essentiel. Donc c'est le décor, voilà, c'est l'endroit que je connais le moins mal au monde. Donc pourquoi aller m'exporter à Lyon, Marseille, Paris ou je ne sais quoi, même si Paris, je me suis amusé aussi avec Paris, mais c'était plus facile, c'est tout. Après, je ne cherche absolument pas à établir de façon consciente et voulue et tout, une espèce de sociologie de la ville. Ça m'intéresse pas du tout. Il y a des sociologues pour ça, il y a des historiens pour le reste, donc ça m'intéresse peu. Non, c'est tout simplement, c'est plus facile. Alors après, évidemment, élaborant les intrigues, je rencontre des quartiers, je rencontre des situations historiques, des situations sociales que, voilà, que je mets en scène parce que je les connais, parce qu'elles me sont utiles. Euh, Là encore, le constat social, il agit comme du billard à trois bandes. Ça n'est pas mon intention première, parce que je ne veux surtout pas, et ça m'intéresse, et y compris en tant que lecteur, les romans qui proclament leurs présupposés sociologiques, politiques ou quoi, ne m'intéressent pas, ou trop peu. Ou alors il faut qu'ils soient très solides et très bien écrits. Mais du coup, c'est du billard à trois bandes. Et à partir du moment où je sévis dans une littérature qu'on pourrait qualifier de réaliste ou de naturaliste, la réalité telle que je la décris, oui, elle revient, elle est là, elle nous revient à la figure, oui, évidemment. Mais c'est pas mon but ultime. Mon but, c'est raconter des histoires, poser des personnages, m'interroger sur ce qui peut bien fonder leurs attitudes délictuelles, violentes, etc. C'est ça surtout qui m'intéresse. Après, évidemment, les situations, les contextes politiques ou sociaux rebondissent à partir de là. Pour rester sur la ville, c'est vrai que ce n'est qu'un cadre, c'est la région que vous connaissez le mieux. Euh, Après, c'est comme il y a même une région avec laquelle vous n'êtes pas tendre. Je me rappelle d'une phrase de Tango Parano où vous dites, par exemple, vous dites, euh, la ville contemplait son passé prestigieux fondé sur le trafic d'esclaves et l'activité négociante. Donc vous rappelez souvent les passages les plus négatifs. Est-ce que vous qualifieriez cette ville de chaleureuse? Ah non, sûrement pas. Non, chaleureuse, non, parce que bon, alors le passé négociant, esclavagiste, évidemment, c'est ce qui a fondé tout le Bordeaux classé au patrimoine de l'UNESCO. C'est le Bordeaux du XVIIIe siècle, avec une architecture bien léchée, bien ordonnée, avec une symétrie assez désespérante d'ailleurs par moments. Et là, ça s'est fondé là-dessus, quoi. Et juste une parenthèse, Bordeaux a toujours eu, ça commence à passer, mais a toujours eu un mal fou avec son passé et son histoire. J'avais rencontré il y a quelques années un étudiant en histoire qui faisait une thèse sur le trafic, le commerce triangulaire, Bordeaux, Nantes, puis les îles des Caraïbes. Sur Nantes, pas de problème. Il avait les archives lui étaient ouvertes, il a pu rencontrer y compris des héritiers des familles négociantes de l'époque, etc. À Bordeaux, tout s'est fermé. Les archives étaient la plupart du temps privées et les gens ont refusé de les lui ouvrir. Il avait un mal fou. Alors, quant aux archives publiques, elles étaient trop insuffisantes pour son travail. Donc ça, c'est un vrai problème. Alors, c'est en train de passer. Il y a aujourd'hui un musée qui retrace l'esclavage. Enfin, il y a aujourd'hui, y compris, qui permet une exploration de la ville. Il y a encore il y a des traces. Il y a au-dessus de certaines portes de maisons bourgeoises, il y a
il y a des petites, ce qu'on appelle des mascarons, qui sont des têtes qui sont au-dessus des portes, comme ça, et qui décorent. Et certains de ces mascarons sont des têtes de nègres. Il y en a quelques-unes comme ça qui sont. Donc ce musée dit, voyez, là, voilà. Elles sont là aussi, les traces, quoi. Elles ne sont pas uniquement dans le prestige architectural. Et même chose, pour terminer sur l'histoire, j'ai écrit après la guerre qui évoque l'occupation et les déportations. Jusqu'à 1998, où le procès Papon a commencé, c'était l'omerta. Personne ne parlait de ça. 1870 juifs ont disparu dans les camps, ont été déportés, et les 80% ont disparu dans les camps. Pas de problème. On n'en parle pas. Et il a fallu le courage d'un homme, Michel Chettinsky, que je connaissais un peu, qui a le premier, en 81, porté plainte contre Papon. Enfin, pas porté plainte, mais envoyé au Canard enchaîné les fameux documents signés par Papon pour que, petit à petit, la lumière se fasse. Mais ça a été très, très compliqué. Et à Bordeaux, il y a eu des résistances folles. J'ai participé à un film sur la mémoire de Bordeaux, qui s'appelait La mémoire de Bordeaux. On me demande un texte sur les quartiers populaires, puisque voilà, je suis né dans un quartier populaire de Bordeaux. Après, j'arrête, je vais me dépêcher. Et on m'invite au Rush, voir le pré-montage. Bon, ok, le truc. Et puis, sur la période de la guerre, de l'occupation, on fait parler un monsieur agrégé d'allemand. Bon, pourquoi pas, il a le droit. Ce monsieur avait été interprète de la Wehrmacht pendant l'occupation. Et il nous refaisait le coup de l'occupant correct, élégant, classieux, cultivé. Et une des plaignantes de l'affaire Papon, qui s'appelait Madame Juliette Benzazon, qui elle avait vécu dans un vieux quartier qui a été détruit, le vieux quartier de Mériadec à Bordeaux, qui était un quartier où beaucoup de juifs ont vécu, il lui était consacré 45 secondes d'interview, alors que l'autre s'est allé pendant 4 minutes. Donc là, j'ai dit au type qui faisait ça, je lui ai dit, écoutez, si c'est comme ça, si vous ne vous engagez pas à refaire le montage, parce que je savais qu'il avait les rushs, si vous ne vous engagez pas à refaire le montage, et si vous ne montrez pas, ça sera dans la presse. Et je retirerai ma participation à votre mascarade. Le remontage a été refait, probablement pas que grâce à moi, parce que d'autres ont dû voir ce truc et se scandaliser aussi. Et là, tout de même, le rééquilibrage a été fait, cet interprète si correct a eu moins de... Enfin, disons que ça a été mieux traité. Voilà, on en était là, et ça, c'était déjà en 2000. Le procès était déjà terminé, quoi. Voilà où on en est, quand même. Donc, avoir de Bordeaux une vision après ça, enfin, de Bordeaux et du Bordeaux institutionnel, culturel, avoir de la ville une vision chaleureuse et sympathique, non, c'est que ça me paraît, moi, en tout cas personnellement, très compliqué. C'est vrai qu'après la guerre marque quand même une date. J'ai l'impression qu'avec ce roman, vous avez obtenu le prix du Polar européen pour ce livre. Vous faites partie des rares Français à avoir obtenu ce prix. On a l'impression qu'avec ce livre, qui se passe dans les années 50 à Bordeaux pendant l'occupation, vous réveillez les fantômes de l'occupation. En même temps, vous évoquez les débuts de la guerre d'Algérie qui commence à ce moment-là. On a l'impression que vous soldez quelque chose de définitif avec cette ville qui n'a jamais paru aussi poisseuse que dans ce livre-là, Bordeaux. Elle est poisseuse parce elle était comme ça. Quand j'étais gamin, j'habitais un quartier nord qui était un quartier populaire, et pour aller au lycée, je prenais une ligne de bus qui longeait absolument tous les 5 ou 6 kilomètres de quai. J'ai toujours adoré ça. Les hangars, les grues derrière, les bateaux. Ça a été mon décor d'enfance. Tourné vers la vitre l'hiver, je regardais au moment des marées hautes les bateaux le château des bateaux qui surmontait les hangars. Enfin, j'ai toujours aimé ça, le port. Peut-être parce que mon père a été à une époque docker et tout. Mais Poisseuse, la ville l'était. C'était une ville noire, très très sale.
Et c'est au moment des années, c'est dans les années 80 que la ville a commencé à être toilettée, où la fameuse pierre de Gironde, la blonde, a été éclairée. Bon, la ville a changé d'allure. Mais le souvenir que j'ai adolescent, jeune lycéen, traînant dans les rues, c'était cette noirceur-là, et qui était à peu près unanime, quoi. Et puis c'est une ville pluvieuse, Bordeaux. Alors évidemment, le changement climatique est en train de bouleverser tout ça. Mais c'est une ville de pluie. J'ai étudié un peu de la géographie à une époque. Les comptes rendus, les comptes rendus pluviométriques montraient qu'il pleuvait plus à Bordeaux qu'à Brest. Contrairement au cliché des pauvres Bretons. Bon, bah, il pleut tout le temps en Bretagne, mais moins en quantité, quoi. Mais à Bordeaux, c'était... Passons. Mais voilà, c'était ça, c'était la poisseuse, c'était... puis ces quais, c'était extrêmement sombre. Je me rappelle, il y avait des rails le long des hangars avec des trains qui roulaient au pas et des mecs qui portaient un fanal à l'avant, qui balançaient comme ça une espèce de lanterne. Je me rappelle, je trouvais ça très beau, surtout le matin, comme ça, quand le jour n'était pas encore levé. Mais après, évidemment, l'intrigue noire que j'ai inventée la rend encore plus poisseuse, parce qu'évidemment, vu les salopards que je mets en scène, ça aide pas à éclairer à éclairer le paysage, c'est sûr. Mais ouais, c'est une ville comme ça. Ouais. Aujourd'hui, on ne la reconnaît plus. Les hangars ont été détruits, on a transformé les bords de Garonne en espèce de base de loisirs et de commerce. Bref, on est dans la mondialisation, tout va bien. Mais à l'époque, c'était un lieu de travail, d'échange, un peu interlope aussi. De l'autre côté du quai, il y avait tout un tas de bars avec des lumières rouges la nuit. Je ne vous fais pas un dessin, des dames perchées sur des tabourets de bar et des trucs comme ça. C'était assez étonnant. Enfin, étonnant, non, de la part dans un port, quoi. Des bagarres entre marins, des trucs comme ça, que mon père m'a raconté, parce qu'il a été serveur dans ces bars. Je me sers d'une des scènes, d'ailleurs, où un type a cassé une bouteille et il a enfoncé le tesson dans la gueule du type qui était à côté de lui parce qu'il ne s'entendait pas bien apparemment. Et je me suis resservi de ce truc-là. Et mon père il faisait des extras pour arrondir les fins de mois. Il a vu le mec qui est tombé avec le truc planté dans la gueule, quoi. Bon, enfin, des petites choses comme ça, que c'est le folklore des ports. Juste encore sur après la guerre, mais vous parlez de tabous, etc. Mais est-ce que lorsque vous avez sorti le livre, il a été bien accueilli à Bordeaux, ou est-ce que vous avez senti qu'il y avait encore un petit peu des crispations autour de ça? Non. Non, les tabous, j'en ai jamais levé aucun. Je suis pas. Enfin, rien à voir avec le célèbre roman de Didier Deninx, Meurtre pour mémoire, qui parlait du 17 octobre 61 et du massacre des Algériens à Paris. Rien à voir avec ça. J'ai pas du tout ni cette ambition, et c'est pas du tout le fait du bouquin. Non, il n'a pas été spécialement ni bien ni mal reçu. Ouais, c'est un roman noir sur Bordeaux, voilà, rien de très exceptionnel. Non. Il y a quand même un roman qui est un petit peu à part dans votre œuvre, c'est L'homme aux lèvres de saphir. Parce que là, ça ne se passe pas du tout à Bordeaux. Ça se passe à Paris à la fin du Second Empire, 1870. Un assassin qui court les rues, qui s'inspire du célèbre poète Lautréamont pour commettre ses crimes. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette histoire? D'abord Lautréamont, parce que j'avais découvert ça pendant mes études. Je m'étais retrouvé, j'étais en prépa et je m'étais retrouvé un jour avec un commentaire de texte. Je te salue, vieil océan, je me rappelle encore de la strophe. Je me dis, par quel bout on prend un truc pareil? Les copains, on s'était bien emmerdés sur le commentaire composé, bref. Et du coup, curieux, j'étais allé aussitôt acheter Les Chants de Maldoror. J'avais lu ça, je trouvais ça bizarre. Après, j'avais appris que les surréalistes avaient fait de Lautréamont un de leurs précurseurs. Enfin bon, Breton avait recopié même les chants de Maldoror à la Bibliothèque nationale pour les publier dans la revue littérature, etc. Passons. Donc du coup, Lautréamont, pour moi, c'était une espèce de... Je me suis mis je me suis mis à lire, parce que je tournais autour de cette période-là, la Commune, les années 70, 71, etc. Puis je me suis mis à lire une biographie de Lautréamont et je me suis aperçu qu'elle était très très lacunaire. On ne sait pas trop ce qu'il a foutu à Paris. Il est rentré de Montevideo où était son père qui était consul de France. Il est arrivé en 1868 à Bordeaux. Il y a écrit les deux premiers chants. Il a même participé à un concours de poésie. Il a été sixième, il a eu une espèce d'accessite, un truc comme ça.
Bon, et puis après, il est arrivé à Paris. Et à Paris, pendant un an et demi, on ne sait pas ce qu'il a fait. On a cette adresse, il a déménagé 4 fois. On sait qu'il a écrit les chants de Maldoror, puis les poésies, parce qu'il a tout fait à la suite. Et puis, je trouvais ça bizarre, ça m'intéressait. Puis en plus, le personnage de Maldoror, qui est une sorte de... Alors là, du coup, je parlais de monstre tout à l'heure. Là, c'est une espèce de créature tout à fait bizarroïde qui est capable de se transformer en tigre, en requin. Bachelard avait fait un superbe essai là-dessus sur le dynamisme zoomorphique de Maldoror, qui est capable de se transformer en tout un tas d'animaux, évidemment tous agressifs, tous ultra violents. Et le sixième chant est une espèce de roman noir, mais au sens gothique du terme, où Maldoror est lâché dans les rues et attaque, tue des gens, et en particulier des jeunes gens, des jeunes hommes blonds. Bon, tout ça m'a fait gamberger et me suis dit, il y a quelque chose à trouver. Donc j'ai inventé un personnage qui serait une sorte de double amoureux d'Isidore Ducasse, de Lautréamont, et qui, pour rendre hommage à son génie, mettrait en scène, dans la réalité, certains des crimes décrits par le chant 6 de Maldoror. Et à partir de là, j'ai inventé une intrigue criminelle. Alors, c'est une sorte de tueur en série, comme on n'appelait pas ça à l'époque. Un policier, voilà. Et puis aussi et surtout le contexte d'agitation révolutionnaire de l'année 70, juste avant l'entrée en guerre contre les Prussiens, qui a mis fin après au Second Empire, quoi. Et là, j'ai mis 4 ans à écrire ce bouquin, parce que là, jusque-là, j'étais sur le point d'arrêter d'écrire. J'avais l'impression d'avoir fait le tour de ce que je voulais dire. Et puis, j'ai réappris à écrire avec ce livre. Pour ça, pour moi, c'est un livre fétiche, parce qu'il m'a il m'a redonné le goût de l'écriture, il m'a donné le goût du long terme aussi, prendre mon temps, de battre constamment, à vouloir et occuper je ne sais quel terrain éditorial, alors que jusque-là, j'étais plutôt dans un anonymat respectable. Et ça, voilà, ça a été pour moi un roman important. Je suis allé faire des repérages à Paris. Oui, c'est ça, c'est le travail de documentation qui a été impressionnant dans ce roman, parce qu'il y a une reconstitution de la géographie parisienne, à la fois les rues de l'époque, mais aussi, voilà, comme vous l'avez dit, le bouillonnement social de l'époque. Comment vous avez travaillé? Bon, ben, facilement, j'ai écrit ça dans les années 2002-2003. Bon, ben, déjà, Internet n'était pas aussi riche qu'il l'est devenu. Donc il y avait quand même déjà quelques bricoles. Mais j'avais découvert un livre à Paris, justement, un livre de Marville. Marville était un photographe que la préfecture de Paris à qui la préfecture de Paris avait confié de photographier tous les quartiers qui allaient être bouleversés par les travaux d'Haussmann. Donc tous les îlots, toutes les petites rues qui allaient être détruites, etc. Il a tout pris en photo. Donc il y a plusieurs centaines de photos. C'est le musée Carnavalet qui les stocke en particulier. Et là, il y avait ce livre qui était aux éditions Azan, qui a été publié. Alors c'était magnifique. Il y avait vu les temps de pause en plus, c'est très bizarre parce que les temps de pause sont de 4 ou 5 minutes à l'époque. Les photos sont ultra. Il y a une finition de l'image qui est extraordinaire, mais il n'y a pas de personnage. Paris est désert. De temps en temps, alors ça c'était troublant, on voit s'inscrire une ombre. J'ai l'impression d'une ville peuplée de fantômes. C'était très, 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 très bizarre. Et en plus, il y avait des plans, sur certaines pages, il y avait des plans avec les angles de prise de vue. Et à partir de là, j'ai pu reconstituer alors, le plan, bien sûr, mais aussi l'élévation, les immeubles, combien d'étages, à quoi ça ressemble une petite rue, etc. Et j'avais besoin de ça parce que je suis un peu visuel et j'avais besoin d'avoir ça en tête pour y faire un peu comme un gamin qui joue avec ses trucs. A besoin par moment de s'imaginer, d'inventer des lieux pour faire courir ses jouets, etc. C'est un peu ça, c'est un peu enfantin comme jeu de piste et de reconstitution. Et puis après, beaucoup de documentation sur la criminologie de l'époque, même si ça m'a assez peu servi pour le livre lui-même, mais bon, j'ai appris une foule de choses sur la chronologie, la fameuse théorie selon laquelle, en fonction de la forme du crâne, on est plus ou moins
amené à commettre des crimes ou à être bon en maths. La fameuse bosse des maths, c'est un reste de ça, une séquelle de cette théorie. Ah, il y avait un autre truc aussi qui m'avait bien plu, c'était la permanence, la persistance rétinienne. On voit ça des fois dans certains vieux films sur l'époque victorienne. On a longtemps été persuadé que quand quelqu'un mourait, il gardait au fond de la rétine inscrite la dernière image qu'il avait vue. Donc les médecins légistes avaient une espèce d'œilleton et ils faisaient une espèce de fond de l'œil sur les cadavres pour savoir s'ils ne voyaient pas par hasard la gueule de l'assassin inscrite. Je vous jure, ça existait. Ça existait pendant... Ça a été une espèce de mode scientifique pseudo-scientifique pendant une vingtaine d'années. Les gens ont fait ça. Et ils croyaient vraiment. Et évidemment, ils n'ont jamais rien vu, évidemment. Mais c'était un truc troublant, ça. Donc, du coup, c'était une espèce c'était la naissance de la criminologie, de la médecine légale, hein, qui existe depuis très longtemps, mais elle essayait de se donner une scientificité plus grande. J'ai appris une foule de choses, quoi. Ça, les récits d'assassins aussi. C'est une période extrêmement violente. Les crimes de sang sont d'une violence extrême. Les éventrations, alors, on ne parle pas du tueur en série, mais des criminels récidivistes, où il y en avait plein. On n'avait évidemment pas les moyens de les rattraper, les pourchasser. La photo les premières photos ont été prises, par exemple, par la préfecture de police à Paris à partir de 1865-66. Mais bon, il n'y avait pas de technique de cadrage, donc elles étaient prises un peu comme ça. À l'arrache, ils n'avaient pas de fichiers, ils ne savaient pas comment les classer. Et ça s'est inventé après, ça a été mis au point par Bertillon, le Lyonnais, après, dans les années 1890. Quoi. J'ai appris une foule de trucs, quoi. Oui, des récits de criminels, j'ai plus la référence du bouquin, mais il y avait dans la prison à Lyon, je crois que c'est sous l'influence de Bertillon, ils avaient fait écrire à 4 criminels de sang, hein, qui avaient fait des trucs. Comme les mecs savaient écrire, on leur avait demandé de raconter leur vie, de raconter aussi leur passage à l'acte. Ça rappelait un peu le bouquin qui avait été préfacé par Michel Foucault, moi Pierre Rivière, ayant assassiné ma soeur, ma mère, etc. Je sais plus. Il y a longtemps j'avais lu ça, ça m'avait impressionné. Enfin voilà, j'ai passé 4 ans d'immersion. Je me suis cultivé. J'ai appris plein de trucs qui ne m'ont pas servi directement pour l'écriture, mais qui m'ont permis d'avoir, comment dire ça, d'échafauder un fond, voilà, qui du coup me donnait davantage de courage pour continuer d'écrire, au-delà de l'intrigue elle-même, quoi. Après la guerre, L'homme aux lèvres de saphir, ça témoigne de ça, la passion de la documentation aussi. Quelquefois, vous construisez vos intrigues avec une rigueur et presque même, je dirais, une discipline historique. Par exemple, dans l'après-la-guerre, vous n'hésitez pas à mettre des notes de bas de page pour expliquer une biographie de personnage, ou alors pour renvoyer, par exemple, aux travaux de Raphaël Branche sur la torture en Algérie. Enfin, on a l'impression que les deux démarches, la démarche de fiction et la démarche historienne, sont indissociables, quelquefois. Oui, mais ça, par rapport à Raphaël Branche, je fais allusion à un moment donné à ce qu'on a appelé le massacre de Palestro. C'est au cours duquel une patrouille de 20 appelés, une vingtaine d'appelés a été attaquée par le FLN et les types ont été émasculés. Enfin, bon, ça a été une horreur. Et Raphaël Branche explique que oui, il y a eu ce massacre, mais que dans les semaines qui ont suivi, les représailles ont été d'une violence absolue. Toutes les mechtas, tous les villages ont été incendiés, les gens massacrés, etc. Du coup, pour 20 morts atrocement mutilés et dans des conditions inhumaines, c'est 20-30 fois plus de victimes que les représailles de l'armée ont faites. Et elle étudiait aussi, c'était passionnant, elle étudiait aussi l'impact, la façon dont le massacre de Palestro a été utilisé à l'époque par la presse pour justifier de la violence, enfin du renforcement de l'effort militaire en Algérie à l'époque. Enfin, elle travaille aussi sur le traitement médiatique de l'affaire. Donc, il me semblait évident ne serait-ce que de rappeler d'abord ce que c'était, et ensuite renvoyer à son bouquin, parce que pour que les gens, s'ils ont l'occasion d'aller voir ça, qu'ils le fassent, quoi. Après, oui, après, il faut bien certaines notes de bas de page.
Parce que les gens ne sont pas obligés de savoir tout. Et puis que par moment, on ne peut comprendre l'allusion, on ne peut pas comprendre l'allusion si elle n'est pas explicitée. Après, c'est vrai que c'est toujours emmerdant pour un lecteur d'avoir plein de notes de bas de page, donc il faut peser ça avec prudence, quoi. Votre dernier livre est sorti en 2017, c'est Prendre les loups pour des chiens. On retrouve des choses qui vous sont chères dans votre œuvre, notamment le personnage principal, Franck, qui sort de prison après un braquage commis et qui se retrouve au milieu d'une famille très toxique. Un personnage comme vous les aimez, un écorché vif. Écorché vif, non, je le qualifierais plutôt de boiteux. Il ne sait pas comment marcher dans la vie. Donc il sait pas, il fait un pas devant l'autre et puis c'est un boiteux, il trébuche aussi. Enfin, c'est quelqu'un. Écorché vif, non, parce qu'il a pas de réaction tripale, intempestive ou instinctive. Au contraire, il est dans la réflexion, il est dans le doute, il est dans la peur, dans l'angoisse aussi. Il sait pas trop. Mais j'aimais bien, ouais. Alors en plus, c'est curieux parce que quand le bouquin a été sorti, on m'a dit. Attends, on a lu ça. Enfin, les lecteurs les plus durs, il y en a, ils sont méchants. Hein. On dit, mais on a lu ça 100 fois. Quoi. Le mec qui sort de prison, qui rencontre la nana qu'il fallait pas, ultra sexy. Hein. C'est vrai qu'on a lu ça 100 fois. Mais quand j'ai écrit le bouquin, je n'ai même pas réalisé que je mettais mes petits pieds dans les gros archétypes du roman noir. Bon, j'avais envie de raconter cette histoire, point barre. Parce qu'elle partait d'un fait divers que j'avais lu dans la presse, dans Sud-Ouest. D'un type qui sort de prison, qui ne retrouve pas le pote qui lui avait dit, mais viens dans ma famille, viens, quand tu sortiras, viens, il n'y a pas de problème. Le mec qui sort de prison, on lui dit, mais il n'est jamais venu. Ah, donc le type se demande, c'est bizarre, il mène l'enquête et bon, évidemment, le type il est enterré au fond du jardin, voilà, c'est bête. Donc voilà, c'était l'idée. L'idée c'était ça, c'est venu de là, et puis après, j'avais besoin de cette jolie fille qui le retient de façon très, très animale. Alors, c'est pas le syndrome du mec qui sort de prison et qui sauterait sur une vache en jupon, c'est pas l'idée. C'est que simplement, cette fille est suffisamment irradiante, et puis elle a un comportement très, très pathologique, mais elle est suffisamment irradiante pour le retenir, mais de façon animale, quoi. Pas bestiale, animale. Et au moment où il devrait partir, où il se dit, c'est bon, il faut que je m'en aille, ça peut pas. Ça marche pas, il y a toujours quelque chose qui le retient. Et une espèce de fantôme, quoi. Bon, David Goudis, d'autres ont déjà fait ça bien mieux, mais tant pis, j'avais envie de faire ça. Ça me plaisait bien Et c'est surtout, dans ce roman, la géographie est un petit peu différente, c'est-à-dire que ça ne se passe pas à Bordeaux même, mais là on est plus dans la périphérie, et moi je trouve que ça crée toute une galerie de personnages qu'on ne connaissait pas, comme Serge le Gitan, etc., qui sont des personnages très inquiétants, parfois tout droit sortis d'un film des frères Cohen, je trouve, mais est-ce qu'il y a eu aussi la volonté de changer d'air géographique dans ce livre? Non, non, j'avais besoin déjà Bordeaux, je voyais mal me situer là, cette famille de marginaux, pour parler vite et bêtement. Je les voyais mal, si je pouvais pas trop les situer dans Bordeaux parce que Bordeaux n'est plus le lieu où des gens comme ça peuvent vivre. Les gens de cette sorte-là, ils sont à l'extérieur, ils sont dans les campagnes, même au-delà, même des banlieues. Et des quartiers sensibles, comme on dit. J'aime bien le mot, quartier sensible. Et donc ils sont au-delà, c'est des gens qui de plus en plus partent à la campagne, louent des maisons, persuadés que ils pourront faire un peu de jardin, ils se débrouilleront toujours. En fait, ils tombent dans une misère encore plus grande parce qu'ils sont loin de tout, il leur faut une bagnole pour tout faire, etc. Bon, bref. Et je connais un peu le sud de la Gironde, qui est un endroit... alors, il ne faut pas y aller, c'est pas bien c'est plutôt moche, c'est le début des Landes. Et sur des kilomètres carrés, on a des pins, une espèce de verticalité là, assez désespérante. Des routes toutes droites, c'est pas comme ici, toutes droites, sur des kilomètres et des kilomètres, et c'est désespérant. Il y fait une chaleur, alors là je vous fais pas un dessin, à peu près comme ici. Non, c'est même un des points chauds de l'Aquitaine. Et j'avais découvert ça, parce que des copains avaient une maison là-bas, et
en plein mois d'août, c'était pas d'ombre. Les pins ne font pas d'ombre, vraiment. Ou en tout cas, moi, je qualifie ça de forêt minérale. C'est un arbre presque minéral, avec ses aiguilles. Il n'y a pas de fraîcheur. Et donc, toute cette chaleur, toute cette lumière contraignante, aveuglante, ça m'intéressait. En plus, mon personnage principal est souvent aveuglé, justement. Et il n'est pas ébloui, il est aveuglé, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Dans l'éblouissement, il peut y avoir une connotation d'admiration, alors que dans l'aveuglement, évidemment, on ne voit rien et on fonce. Et ça m'intéressait. Et puis la chaleur, évidemment, ça exacerbe quoi, les désirs, les tensions, la violence, tout ça. C'était intéressant d'avoir cette géographie-là. Et donc Bordeaux, on n'y passe quasiment pas. Et en plus, il n'y a pas de policiers. C'est un bouquin, je m'en suis aperçu au fur et à mesure, parce que je ne planifie pas. Il n'y a pas de flics, on envoie deux comme ça en passant, plus un gendarme au bord d'une route, mais il n'y a pas de flics. Je m'en suis aperçu au bout d'un moment, j'ai dit tiens, c'est marrant, pas besoin. J'avais prévu une enquête, puis en fait, ça m'emmerdait de raconter encore des filatures, des machins. J'avais pas envie de faire ça. Et ça, c'était intéressant. Et en même temps, c'est des gens. Le milieu dans lequel j'ai situé ça, ils sont tellement en dehors de la société qu'ils ont leurs propres normes, leurs propres règles, et que du coup, chemin faisant, ça m'a paru intéressant qu'ils ne soient même pas confrontés à l'ordre public, à la loi, quoi. Ils font leurs propres lois, leurs propres trucs entre eux, et ça leur va comme... Enfin, ça leur va, oui, ça leur va comme ça. Au niveau de votre style, on a l'impression que vous accordez une très très grande importance aux intervalles. C'est-à-dire qu'il y a souvent des intervalles qui apparaissent souvent après un carnage ou avant un carnage. On a l'impression que dans votre style, vous avez souvent besoin et que le temps qui passe a une importance dans votre œuvre. Ça, c'est peut-être l'âge qui fait ça, je ne sais pas. Au bout d'un moment, le temps, on essaye de le retenir. Non. Alors, c'est vrai que les intervalles, c'est ce qui m'intéresse le plus. D'écrire une scène d'action, ça va, c'est facile. Enfin, c'est assez facile. En revanche, donc, c'est pas ça qui m'intéresse le plus sur le plan de l'écriture. Après, d'écrire le silence, quand les gens sont là mais ne disent rien, donc d'écrire leurs menus gestes, leurs attitudes, leurs regards, etc. D'écrire tout simplement une forêt, un lieu, essayer de rendre une atmosphère, comme ça m'intéresse. Ouais. Et là, pour moi, c'est du pur plaisir d'écriture. Et par rapport à l'écriture, comme lecteur, et j'espère comme auteur, le style, l'écriture, c'est ce qui m'importe le plus. On peut me présenter tous les romans noirs, les polars du monde. S'il n'y a pas cette densité, ce pas de côté qui fait une écriture un petit peu, comment on va dire ça, qui vaille la peine d'être lue, y compris à voix haute par exemple, c'est pas la peine. L'intrigue peut être géniale, peut être... enfin géniale en plus... c'est rare, mais ça peut être très très bien construit. S'il n'y a pas ça, ça m'intéresse pas. Donc voilà, j'essaye au moins. C'est con de dire ça, c'est peut-être très 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 vaniteux, mais je crois que dans toute écriture, s'il n'y a pas un peu de poétique, s'il n'y a pas un minimum, et encore, hein, je suis pas. S'il n'y a pas un minimum de travail sur la langue, c'est pas. Enfin, pour ma part, j'ai pas envie d'écrire. Me contenter de raconter des histoires en tirant la ligne, quoi. Dans Dernier retranchement, il y a une nouvelle qui s'appelle De l'autre côté du trottoir, où vous ressuscitez les personnages de Raymond Chandler, vous la dédiez à Raymond Chandler et quelques autres. Alors là, on a envie de savoir qui sont ces quelques autres. Quelles sont vos influences dans le roman noir? Mes influences... Enfin, il y a des déclencheurs, des influences, ça serait difficile de me revendiquer de telle ou telle influence, parce que ça pourrait être, alors là, du coup, carrément mégalomane. Mais le déclencheur, quand j'étais jeune homme, c'était
c'était Jean-Patrick Manchette, ça a été le premier roman noir que j'ai lu, le premier même roman policier de ma vie que j'ai lu. Moi, j'étais en fac de lettres, une formation de... Voilà, j'avais lu pas mal de trucs. J'étais jusque-là plongé dans le roman latino-américain. L'un des premiers chocs littéraires pour moi, c'était les romans latino-américains, Garcia Marquez, Carlos Fuentes, tout ça. Et donc le polar, c'était loin de moi. J'avais pas de mépris, je connaissais pas, je m'en foutais. Et puis un pote m'a mis le Petit Bleu de la côte ouest entre les mains, et voilà. Du coup, j'ai mis les mains dans une espèce d'engrenage dont je suis toujours pas sorti. Voilà. Après, les quelques autres, à la fin du... C'est une nouvelle qu'on m'avait demandé pour les temps modernes. Les temps modernes, curieusement, avait fait un numéro spécial sur la série noire. Comme j'étais à la série noire à l'époque, ils m'ont demandé un texte et alors, je savais vraiment pas quoi raconter. Je savais que Patrick Rénal, qui était le directeur à l'époque, était un fan absolu de Chandler. Il m'avait raconté des trucs, et puis je venais de lire un peu la correspondance de Chandler, et j'avais découvert qu'il avait une correspondante qui s'appelait Derek Gartrell, qui est une Australienne, je crois, et qui avait entretenu avec lui une espèce de correspondance presque amoureuse. C'était très doux, c'était des lettres très, 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 très belles qu'elle lui écrivait. Et puis je crois qu'ils se sont rencontrés une fois à Londres quand Chandler était venu séjourner là-bas. J'ai commencé à broder là-dessus. Et puis j'ai brodé aussi sur l'existence, le manuscrit. À une époque, il y a un peu Rénal a raconté qu'il y a une espèce de légende sur un manuscrit de Chandler qui n'aurait jamais été découvert, publié, ni rien. Donc j'invente ce truc-là. Et sinon, les quelques autres, du coup, ça n'a pas été repris par Rivage, parce qu'on trouvait ça un peu lourd, mais dans les temps modernes, j'avais mis tout un tas de notes de bas de page, parce que je donne à mes personnages des noms empruntés à d'autres auteurs. Par exemple, il y a un Bladeshirt, un lieutenant Bladeshirt, qui vient tout droit du Dahlia Noir. Il y a d'autres trucs comme ça que j'ai mis. Je crois qu'il y a une allusion à Crumley à un moment donné, enfin tout un tas de... Et évidemment, Elroy, Crumley... Daniel Goodrell, que j'avais pas lu encore à l'époque d'ailleurs, mais c'est des gens qui me donnent envie d'écrire. Larry Brown, Chris Offutt, c'est beaucoup des Américains, pardon, enfin des États-Uniens, comme on dit. C'est beaucoup ces gens-là, quoi. Cette littérature noire, mais qui n'est pas fondée sur une intrigue policière, gna gna gna, avec un retour à l'ordre, avec le flic du FBI qui gagne tout le temps. C'est plutôt, effectivement, on en parle, des déclassés. Voilà, Larry Brown, Fay ou Père et Fils, qui sont des chefs-d'œuvre absolus, quoi. C'est des bouquins, quand je les lis, qui me donne envie. D'abord, je me dis bêtement, qu'est-ce que j'aurais aimé écrire ça. Et après, au lieu de me décourager, c'est des bouquins qui me disent, voilà, qui me montrent la piste, le chemin à explorer, quoi. Alors, c'est pas des influences, c'est des marqueurs, c'est des encourageurs, si on peut dire ça comme ça, je sais pas, très joli. Voilà, ça me passionne, ce genre de truc. Avant de passer aux questions du public, est-ce que vous travaillez sur quelque chose en ce moment? Est-ce que vous avez un roman de prêt? Là, je travaille sur rien. Je viens de remettre un roman qui sera publié en janvier et qui se déroule pendant la semaine sanglante de la Commune de Paris. Ah, on se rapproche un petit peu de L'Homme aux lèvres de saphir. C'est la suite chronologique, on peut dire. Et puis j'ai repris le personnage du tueur. Comme les autres étaient tous morts, donc je pouvais pas. J'avais du mal à les réutiliser. Enfin, je veux pas spoiler, mais enfin, il y a quand même du dégât. Et là, je reprends le seul qui s'en sort, c'est le salopard de tueur là. Donc lui, je l'ai réutilisé. Mais sinon, non, c'est pas une suite parce que c'est les 10 derniers jours de la Commune, donc du 18 mai au 28 mai 1871. Et là, j'invente une intrigue policière, enfin une intrigue. C'est presque un thriller en fait. Je déteste les thrillers, mais c'est presque un thriller. C'est-à-dire une fille qui est enlevée, elle est séquestrée dans une cave. L'immeuble est bombardé, donc la voilà bloquée sous une cave. Sauf que le mec qui a la clé de la cave, il est plus là pour ouvrir. Donc il va falloir la retrouver, la sauver, machin.
Voilà, ce genre de truc. À côté de ça, il y a les combats de rue, il y a les Versaillais qui reconquièrent Paris, 60 000 hommes contre, allez, 7 ou 8 000 communards en état de combattre. Et le massacre, quoi. L'incendie, et essayer d'installer de faire vivre le chaos de l'intrigue criminelle dans le chaos de la situation, quoi. C'était ça l'idée. Et pardon d'être encore une fois vaniteux, mais l'idée de ce chaos dans le chaos m'était venue en lisant un bouquin de, alors ça y est, le nom va m'échapper, mais qui s'appelle Les 12 enfants de Paris, de Timo Hillocks, merci de m'aider. J'avais trouvé, alors c'est pas son meilleur, j'avais préféré La religion, mais l'espèce de cette espèce de combattant, presque un ninja, là, qui cherche sa bien-aimée en plus. Dans le contexte du massacre de la Saint-Barthélemy, donc il livre un combat dans une ville qui est déjà en proie au chaos et à la guerre civile, en quelque sorte, enfin, pendant quelques jours. J'avais été impressionné, je trouvais que c'était intéressant. Bon, après, bon, j'avais lu ça, et en réfléchissant à mon affaire, à moi, je me suis dit, ça serait l'idée, quoi. Alors pas de me hisser au niveau de Timo Hillocks, mais l'idée c'était ça, le chaos dans le chaos. Comment est-ce qu'une intrigue criminelle peut bien prendre son essor, se développer, alors que le crime est partout. Alors que la violence criminelle, le crime historique contre le peuple de Paris se déchaîne partout, quoi. C'était un peu mon défi. On verra. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions parmi la salle? N'hésitez pas. Il y en a une. Eh bien, non. Non, c'est eux qui... Ils sont pas gentils, ils veulent pas. Non, jamais. Bon, c'est toujours pareil, il y a des producteurs, ils ont des comités de lecture, donc ils viennent toujours renifler au cul des bouquins, voir un peu si ça va les intéresser. Alors l'homme aux lèvres saphir, c'est même pas la peine, ça coûte 10 bras, donc ils vont pas... C'est mal barré. Celui-ci dont je parle là, c'est pareil, donc voilà. Et puis le reste, non, peut-être qu'ils trouvent... Ce que m'a dit la fille qui s'occupe des droits dérivés, enfin des droits chez Rivage, m'a dit, en ce moment, par rapport à donc, il y a des gens qui sont venus renifler, prendre les loups pour des chiens. Alors là, c'est pas cher, il n'y a pas grand monde comme personnage ni rien. Elle m'a dit, en ce moment, les producteurs ont pas envie de faire des trucs trop noirs. C'est trop noir, donc ouais, c'est pas mal, mais non, bon. Ou peut-être qu'ils ne trouvent pas ça assez original non plus, parce que là, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a vu beaucoup ce genre de trucs. Donc non. Après, ça me gêne pas plus que ça. C'est compliqué à mettre en scène le chaos. Ouais, ça coûte cher. Non, mais voilà, donc, mais ça me traumatise pas. Ouais. Ah ouais, j'adore ça. Animal Kingdom, par exemple. Je sais pas, c'est le premier qui me vient. Là. Ah, le Dahlia Noir de Palma. Oui, c'est pas mal, mais Animal Kingdom, c'est mieux. Parce que ça cousine un peu avec ce que j'ai essayé de faire dans Les Loups, quoi. C'est cette famille terrifiante avec cette maman là qui domine tout ça, c'est vachement bien. Oui, c'est le premier qui me vient comme ça à l'idée, mais c'est Bullhead aussi. Ah oui. L'histoire du type qui se pique aux hormones, là. Ça, c'est fortiche. Là, du coup, les Belges, ce que j'ai entendu dire aussi ces derniers temps, c'est que les producteurs belges, eux, ont beaucoup moins peur que les Français de ce genre de sujet. Il n'y a qu'à voir déjà les films un peu déjantés que sont capables de faire les Belges et que j'admire beaucoup. Dans le cinéma noir, je crois qu'ils n'ont pas trop peur. Donc, peut-être que du côté de la Belgique, un jour, je ne sais pas. Y a-t-il d'autres questions?
y en a plein. Allez, vous allez voir, c'est totalement éclectique et ça va vous paraître décousu. Je vous ai parlé tout à l'heure des latino-américains. Garcia Marquez. J'ai tout lu, en tout cas de ce qui a été publié. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent « Ouais, 100 ans de solitude, c'est clicheton ». 100 ans de solitude, je l'ai lu 10 fois. Et sur l'île déserte, c'est ça que j'emporte. Hein. Je vous préviens tout de suite. Non, sinon, allez, Carpentier aussi, parmi ces grands-là, ça me rappelle ma jeunesse. Bon, à part les auteurs de romans noirs. Chez les Français, j'ai une admiration sans bande pour Jean Echenoz. Alors, en plus, c'est pas parce qu'ils sont invités, mais Jérôme Ferrari et Éric Vuillard sont pour moi voilà, c'est des très très grands, quoi. C'est de Ferrari, le premier que j'avais lu, c'était Où j'ai laissé mon âme. J'ai lu ça au moment où je travaillais après la guerre. J'ai dit, celui-là, il est waouh. C'était très très impressionnant. Après, j'ai lu Le Sermon, mais et Vuillard, j'ai une admiration sans borne pour son travail. Je l'avais découvert dans Tristesse de la Terre, qui est un récit sur Buffalo Bill, son spectacle, et la façon dont il réécrivait le génocide contre les Indiens. Avec en plus, il embauche Sitting Bull pour faire de la figuration, quoi. Donc une façon politiquement, historiquement, c'était comme souvent chez lui, hein, parce qu'après il l'a confirmé avec 14 juillet. On parle de peuple, de populisme, on se balance le mot à la gueule un peu, et la plupart des gens qui l'utilisent savent pas trop de quoi il parle, en tout cas quand il parle du peuple. Et Vuillard donne une image, une vision politique du peuple, dans sa noblesse, dans sa force. Il distingue le peuple de la foule. Il montre comment, le 14 juillet, la foule se transforme en peuple et donc en sujet politique. Et c'est le projet politique. Et après, il y a l'écriture. Il y a les pages dans lesquelles il énumère les métiers des gens qui sont là. Et tout d'un coup, il fait des zooms sur... Enfin, voilà... je sais pas, Pierre Michon, voilà, c'est des gens comme ça, avec des écritures très, très travaillées. Maëlys de Kerangal, j'aime beaucoup ce que fait cette fille. Vraiment, vraiment beaucoup. Voilà, je sais pas, j'en ai plein d'autres, mais... Il y a Hervé Lecor qui est pas mal aussi. Il paraît. Et Emmanuel Carrère Non, Emmanuel Carrère, j'avais lu La Moustache. C'est tout. Que j'avais trouvé vachement bien fichu. En plus, j'avais la moustache à l'époque, ça m'avait foutu la trouille. mais bon, ouais, j'avais lu ça, ouais. Si, à une époque, j'aimais beaucoup René Belletto. Bon, j'ai vu qu'il a fait un bouquin il n'y a pas longtemps, mais j'aimais beaucoup l'atmosphère particulière qu'il y avait là-dedans. En plus, son érudition musicale était assez impressionnante, et il arrivait toujours à mettre ça en accord avec son écriture et son intrigue. Je trouvais ça beau. Y a-t-il d'autres questions? Bon, merci beaucoup, Hervé Lecor. Merci à vous. Merci. Partager ce moment. Donc, Hervé Lecor dédicacera ses livres pour ceux qui le souhaitent. Il le fait très volontiers. Je vous rappelle qu'on se retrouve à 16h, du coup, pour Philippe Génada, interviewé par notre parrain Laurent Chalumeau. C'est un événement à ne pas manquer, absolument. Et ce soir, le grand Robert McLiam Wilson. Merci beaucoup.